Bonjour à tous et à toutes. J'espère qu'on m'entend bien. Alors, je vais partager mon écran, donc je ne peux pas être en même temps sur l'écran et sur mon partage d'écran, donc je ne vous vois plus. Mais j'espère que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Vous pouvez écrire dans le chat pour nous dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien également. Super, ça fonctionne. C'est bien ça. Ah, il y a plein de messages. Bon, super. On va attendre quelques minutes pour démarrer. Donc, je vais mettre mon écran comme ça. Et on va attendre quelques minutes, histoire qu'il y ait un petit peu plus de monde. Voilà, je vais déconnecter le son. Sinon, ça va être assez embêtant. Si vous voulez d'ailleurs déconnecter le son du chat pendant les présentations, vous pouvez faire la même manipulation que moi et aller sur la petite cloche ici. Ce sera plus simple. On attend encore une minute que tout le monde soit là. Il faut voir un petit peu combien vous êtes. Merci. Voilà. Ok, on a 120 personnes. On est pas mal. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de vous connecter. On attend encore quelques secondes pour commencer, pour avoir un petit peu plus de monde. Ok, on a 130 personnes. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Comme ça, on ne prend pas trop de retard sur l'agenda. Donc, bonsoir à tous et bienvenue à cette édition spéciale du Meetup Paris Data Ladies en webinar, puisque qui dit période inédite dit édition inédite. On s'est dit avec l'équipe organisatrice du Meetup Paris Data Ladies et avec le wagon qui est notre hôte du jour, qu'on allait maintenir la date initiale prévue et organiser quand même cette édition, mais en ligne. Donc, on est ravis de pouvoir le faire. On espère que ça vous plaira et que vous serez indulgents avec nous, puisque pour nous aussi, c'est une grande première. Et donc, pour bien commencer, je vais juste dire quelques règles à suivre pour qu'on soit bien organisé. Donc, vous pouvez poser vos questions pour les différentes présentations dans la section questions et pas dans le chat. Elles ne seront pas prises en compte parce que sinon, il y a trop de monde. Vous avez vu directement, vu qu'on est assez nombreux, que le chat, c'est vite un petit peu le bazar. Donc, posez bien vos questions dans la rubrique questions et vous pouvez voter quand il y a une question qui vous semble pertinente. Comme ça, la question remonte et on pourra traiter les questions, enfin, les présentatrices pourront traiter les questions par ordre d'importance pour vous. Ensuite, les sondages, on va vous poser des questions via des sondages. C'est pareil, c'est sur l'onglet. Donc, en gros, vous avez l'onglet chat, l'onglet questions et l'onglet sondage juste après sur la droite en haut. Et donc, pour un petit peu mieux vous connaître et avoir un petit peu plus d'interactivité avec vous, on va vous poser quelques questions. Par exemple, d'où est-ce que vous venez? Est-ce que vous avez déjà participé à un Meetup Paris Data Ladies? Ou quel est votre job actuel, par exemple, pour savoir un petit peu notre audience, si vous êtes plutôt technique ou moins technique, finalement. Et enfin, il va y avoir des liens qui vont vous mener sur des sites qui sont en lien justement avec chaque présentation au début des présentations. Donc, n'hésitez pas à cliquer et à garder ces liens pour les regarder un petit peu plus tard. Ça pourra vous donner un petit peu plus d'informations. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, puisque j'imagine que, enfin, j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de personnes qui ne nous connaissaient pas, je vais vous présenter rapidement le Meetup à travers quelques chiffres clés. Donc, le Meetup Paris Data Ladies, c'est 2494 membres exactement, puisque j'ai regardé le chiffre juste avant la présentation. Donc, c'est 18 Meetup organisés, on en est au 18e, à la 18e édition, en 3 ans, et par une équipe de 10 organisatrices formidables. Et donc, c'est grâce à elles, à toutes celles que vous voyez ici, que ces 17 premières éditions ont pu voir le jour.
Et donc, merci à elle déjà, et un merci tout particulier pour cette session à Louise qui l'a co-organisée avec moi et que vous pourrez voir en fin de webinaire, et également à Alexandra et à Aurélia qui nous ont particulièrement aidés pour l'organisation de celui-ci. Et donc aujourd'hui aussi, cette édition spéciale, elle n'aurait pas pu voir le jour sans le wagon qui est notre hôte du jour. Et donc je vais laisser la parole à Anouk du wagon pour vous présenter un petit peu le bootcamp. Donc je te laisse prendre la parole. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vais essayer de... Tu m'entends bien, Myriam, en tout cas? Donc ça doit fonctionner, j'imagine. Super. Bon, je vais vous partager mon écran rapidement. Présentation avant de laisser la parole aux intervenantes du jour. Hop. Alors, tac. Bien mon écran. Tac. Je vérifie vite fait. Ouais, on le voit. En tout cas, moi, je le vois. Ok, magnifique. Myriam, si tu veux bien rester avec moi sur l'écran, comme ça, je fais une petite présentation et je suis sûre que tout le monde voit bien. Donc, je vous présente rapidement le wagon. D'abord, un grand merci Myriam pour la petite présentation. On est super ravis d'être partenaire de Paris Data Lady sur cette édition Data for Good. C'est la première fois pour le wagon. Et donc, voilà, juste avant de commencer, je voulais vous présenter très rapidement ce qu'on fait pour que vous ayez un peu une idée de qui sont vos hôtes ce soir. Alors du coup, le wagon, donc c'est un bootcamp de code. Donc on propose des formations au développement web et cette année, on vient de lancer une formation en data science, donc qui a vu le jour à Paris en janvier. Et c'est des formations qui sont à destination de profils créatifs, d'entrepreneurs et de personnes en reconversion professionnelle. Donc voilà, qui souhaitent se réinsérer dans la tech et également des personnes qui travaillent déjà dans la tech et qui veulent être encore plus pertinents sur leur métier. Donc on a lancé le wagon en 2014 à Paris. Aujourd'hui, on est présent dans 38 villes de 22 pays un peu partout dans le monde. Et depuis le lancement du wagon, on a formé plus de 700 personnes au développement web et donc maintenant 20 personnes à la data science. Je vais vous partager juste cette initiative qui est assez chouette. C'est aussi pour ça qu'on voulait faire cet événement avec Paris Data Lady ce soir. C'est qu'on a vraiment à cœur, nous aussi, d'avoir, d'encourager de plus en plus de femmes et d'accompagner les femmes qui souhaitent s'insérer dans la tech et qui souhaitent découvrir ces sujets un peu techniques. Donc voilà, on organise à la fois des événements destinés aux femmes et en ce moment, en cette période de confinement, on a lancé donc voilà une initiative de webinaire qui sont sur des sujets de développement web, mais aussi sur des sujets de data science qui sont ouverts à tous et qui sont gratuits. Donc voilà, si vous avez envie de rejoindre les participants de ces webinaires, n'hésitez pas, ça peut faire... si vous avez envie de vous former pendant ce confinement, n'hésitez pas. Voilà, je repasse la parole à Myriam, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup Anouk pour la présentation. Donc, je vais repartager mon écran pour vous présenter rapidement les speakers de ce soir. Donc, en premier lieu, nous aurons pour cette édition spéciale, d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin puisqu'on va vous présenter quelques initiatives Data for Good du moment que nous avons trouvé pour faire face un petit peu à cette crise, entre autres. Donc, restez bien jusqu'à la fin, ce sera très intéressant. Donc, pour la première personne à intervenir, ce sera Philippa Castro qui va intervenir de Data for Good de Portugal. Ce sera une présentation en anglais, donc on la verra juste après. En deuxième, ce sera Lou de Data for Good France qui va nous parler du numérique au service de l'intérêt général. Ensuite, on aura Karine et Mira de la Caisse des dépôts et des consignations qui nous parleront du biais dans les algorithmes. Et enfin, on aura Stama, qui est cofondatrice de Aliatech et qui nous parlera de cette société qui est un interprète médical. Donc voilà, plein de talks passionnants à venir. Et donc, on va commencer tout de suite avec Philippa. So, Philippa, you can come on stage when you want. Hello, everyone. Can you hear me? We hear you. Okay. Can you see my presentation? For the moment, we don't see the presentation. We see your... Okay. Again. No? Yes. Okay. Okay.
Okay, so bonsoir everyone. My name is Filipa Castro. I'm from Portugal and I'm really happy to join this Paris Data Ladies meetup. Data for Good is always a good idea, be it in France, in Portugal, or anywhere in the world. And I think it's really important that we share our knowledge about it. So today I would like to bring my perspective from Portugal. So first things first, I would like to introduce how I got into Data for Good. In around like 10 years ago, I joined Rotaract, and it was my first experience as a volunteering worker. And I went to university, which is also important because there was where I got interested into data and learning from data. I also found and started a data-related job, which is a daily opportunity to learn more about this field. And in 2019, Data Science for Social Good Portugal, DSSG, was founded by some friends. And when they started, they decided to meet with Rotaract, and that's why we started our pilot project together. Once you meet this team, you have no hesitations in joining their team, their mission. So in early 2020, I also joined the SSG, and it's to talk about how we do our project that I'm here today mainly. So how do we bring Data for Good projects into a reality? I will explain the steps that we use and also how we did it for the pilot project. So the first step normally is to meet the beneficiary. In this case, it was a meeting between the SSG and Rotaract. And here it's important that you listen to their problems, you understand the data, and you ensure that both parts are totally committed to the project. Then you should define a target goal for the project, and we start to write what we call a scoping document. So we describe the problems we want to address, the solution we propose, and the goals, and we iterate as many times as required with the beneficiary. For our project with Rotaract, we decided to focus on a fundraising campaign we have against cancer, because we had data from a lot of years, but we had no kind of insights on best locations, best practice. So we started a data exploration project to get these insights. And the next step is always to gather volunteers. So we open a call to volunteers. Our team runs interviews. Every project has normally a project manager, a technical lead, and some data scientists. And we also think it's really important to motivate these volunteers, also the ones that were not selected. So sometimes we organize some networking events or workshops, and then we actually run the project. When the volunteers start work, our role is mainly to manage the communication between them and the beneficiary. We have some deadlines that we should ensure that are met. And finally, we deliver the results, which can be some web app or an interactive report. And then we collect feedback from the beneficiary to truly evaluate the impact of this project. And it's exactly about impact that I want to talk now. Regarding this project with Rotaract, just to give you some context, we are talking about a fundraising campaign which takes place in 20 different locations in the same council, so in different parishes, let's say. We have more than 100 volunteers working for one weekend that collect more than 20,000 euros. And now I would like to show some of, which I think some of the nicest visualizations that the SSG did for us. So this one, okay, this locked. I will try. I'll try to use another browser. Okay, I think I won't be able to show this in larger dimensions.
But basically, this is a map, but it's an interactive map, so you can use it in the browser. And what he did was to use it to show the parish, the presidents of each parish, which parishes could fundraise more money. So it's really different to show a table with some numbers and show a map where in a glance they can really get the perception of which parishes got more money, and they start to enter like a competitive, in a healthy way, a competition to try to raise more money in the next years. Then we also have some what we call violin plots, and I also like this a lot because basically they show us, they kind of reflect the profile of our volunteers. And here in orange, you have the volunteers which are older, with more than 30 years old, and then the younger ones. And we can see that older volunteers collect more money, normally because they have more experience or because they know more people in town. But also it's very difficult for us to motivate them to come every year, because when you are like in your 60s or 70s, you have no motivation to stand for 2 or 3 hours and collect money in front of a supermarket. So we use this visualization to really show them how important they are for this campaign. And the next ones, it's a bit difficult to show without the interaction, but basically these are plots where we have a bar for each parish, and we try to show the comparison between parishes per inhabitant, so the amount fundraised per inhabitant. And this had a good impact because even smaller parishes which collect less could compete with bigger ones when we normalize the values. So it also had this healthy competition impact in some way. And now going to our, are you still seeing my presentation, right? Yes, we see it. Okay. So going for current projects. This one is with a public vet hospital. So here we are trying to optimize the waiting time for either appointments or treatments. And our volunteers are trying to use descriptive analytics and clustering, basically to see if there is a correlation between groups of patients and the time they spent on the clinic in order to optimize this. Also VOST, which is also a volunteering team, they have a lot of data from government, especially from civil protection. They have a lot of data regarding natural disasters, and we decided to focus here on Leslie Hurricane, which had some damages in Portugal, and basically we want to better measure and characterize this impact by crossing their information with other data sources, such as news or reports in the web. And also CAIX, which is a really known association in Portugal. Basically, they have a magazine for 25 years now, and they produce this magazine every month, and they let that people, like homeless people, sell it and keep this money to buy food or to pay their own rent. And what we want to do here is to use data and storytelling to better showcase their impact in society and to raise more awareness and more donations for future campaigns. Last but not least, this has been one of the most surprising days in volunteering work, because I've seen so many people dedicating so much time to make data available for everyone. So what happens in Portugal is that the government shares the numbers about COVID every day in a PDF file. But this PDF is not easy to process, as you can imagine.
So we decided to create a public repository in GitHub, where we firstly extracted this information manually every day. But now, fortunately, we have an automatic data extraction method to do this. We also have more than 100 automatic tests for just to make sure that the data makes sense every day. We have receiving a lot of feedback, a lot of contributions. We have people doing fantastic dashboards. We have data journalists using our data. And most recently, we wrote an open letter to the government, basically to offer our expertise, our skills, and our help to help them design a better strategy for open data in Portugal, in particular for this pandemic situation. So as I have not much more time left, I hope you enjoyed. I hope you give some feedback about this, and if you are interested in data science for social good Portugal or even Rotaract, please raise your questions and don't have hesitations in contacting me. Thank you for your attention. Thank you very much, Philippa, for your very interesting presentation. It's really good. Thank you. Maintenant, on va repasser en français et du coup, on va demander à Lou de venir nous présenter également Data for Good, mais pour la France cette fois-ci. Bonjour. Bonjour Lou, je te laisse présenter. Philippa, if you can just go to the page and turn up your... Perfect. Vas-y, Lou, c'est à toi. Alors, non, c'est pas ça. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de vous présenter Data for Good France. Donc, je suis désolée, ça va peut-être être un peu répétitif au début, avec ou peut-être complémentaire avec ce que vous venez d'écouter. Je me rends compte, et c'est génial d'ailleurs, il faut qu'on échange beaucoup plus, que on a vraiment les mêmes procédés à peu près et les mêmes manières de fonctionner. Mais donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Data for Good, c'est une communauté de data scientists, data analysts et développeurs de plus en plus, et designers, et en fait tous les métiers de la tech et geeks passionnés qui veulent donner de leur temps pour accompagner des projets à impact social et ou environnemental. Et donc, on a trois missions. Donc, la première, c'est de rassembler des citoyens experts de la donnée qui souhaitent s'engager sur des projets sociaux, de sensibiliser les acteurs de la société civile aux enjeux liés à la donnée, et ensuite, et surtout, de proposer des solutions concrètes, innovantes et pérennes grâce à l'analyse de données. Donc, Data for Good, c'est une association un peu plus ancienne que Data for Good Portugal. Donc, on existe depuis plus de 5 ans et on a accompagné plus de 40 projets sur plus de 6 saisons. Ça, c'est pour vous donner un peu des chiffres et des ordres de grandeur. Et on a beaucoup de bénévoles sur le Slack et de data gooders, comme on les appelle. Et donc, du coup, concrètement, comment on met en place cette mission? Donc, on a 2 actions principales. Donc, des saisons d'accélération. Je vais rentrer un peu plus en détail pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais grosso modo, l'idée, c'est d'engager une équipe autour d'un projet pendant 3 mois. Et on organise aussi beaucoup de talks et d'événements communautaires pour, comme je vous disais, sensibiliser aux enjeux. Donc, en général, on choisit une thématique, par exemple l'environnement, et on regarde comment on peut utiliser dans différents secteurs les données pour résoudre des enjeux sociaux ou environnementaux. Et donc, du coup, pour rentrer beaucoup plus concrètement dans le fonctionnement d'une saison, donc, il y a donc déjà, il y a une phase, comme c'était expliqué précédemment très clairement, une phase de sélection et de cadrage des projets. Donc, on va aller à la rencontre d'associations, de porteurs de projets, mais aussi d'institutions, parce qu'on accompagne des acteurs assez variés, et je vous montrerai des exemples par la suite, pour définir avec eux une problématique data qu'on va pouvoir résoudre en 3 mois. L'objectif, on accompagne des projets très larges. L'objectif, c'est vraiment que ça résolve un problème d'intérêt général. Et notre cœur, une des idées qu'on défend le plus, c'est vraiment tout ce qu'on produit, on le produit en open source pour que ça puisse être réutilisé.
Donc, une fois qu'on a sélectionné à peu près 8 porteurs de projet, on va organiser une journée de lancement où les porteurs de projet vont présenter leurs projets et leurs problématiques devant tous les bénévoles qui ont envie de s'engager sur une saison. Et ensuite, pendant 3 mois, à l'issue de cette journée, les bénévoles vont choisir le projet qu'ils ont envie d'aider pendant 3 mois. Et ensuite, pendant 3 mois, on va se réunir tous les mercredis soirs au Liberté Living Lab, qui est un espèce de coworking qui nous prête généreusement ses locaux. Et on va pouvoir avancer sur le projet. Et l'objectif, c'est à la fin des 3 mois, d'avoir abouti à un MVP qui soit viable et qui permette à l'association d'avoir résolu sa problématique initiale. Donc, on a eu la chance d'avoir dans notre jury Cédric Villani, Paula Forteza et cette année, Madame Brune Poisson. Et donc, du coup, là, c'est très vague ce que je vous dis. Donc, du coup, je pense que le plus intéressant, c'est que je vous présente quelques projets qu'on a accompagnés pour que vous ayez un peu une idée de la diversité du type de projet qu'on peut accompagner. Donc, le premier projet que je voulais vous présenter, il est porté par Open Food Facts. Open Food Facts, c'est une association, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent, qui est un peu le Wikipédia français de l'alimentation et qui recense des millions de produits dans le monde entier. Donc, il y a plus de 1,5 million d'utilisateurs et leur objectif, c'est vraiment de donner accès aux acheteurs à l'information la plus ouverte et la plus précise possible sur ce qu'ils consomment. Et donc, avec eux, on a eu l'idée de mettre en place le premier calculateur d'empreinte carbone des produits alimentaires. Donc, j'avais une petite question pour vous, mais là, je ne vois pas vraiment le chat. Donc, je vous la pose quand même et je vous laisse 2 secondes pour y réfléchir. Est-ce que vous savez combien de kilos de CO2 d'équivalent CO2 il faut pour produire 1 kilo de bœuf? Eh bien, il faut 30 kilos. Et en comparaison, il faut 380 grammes pour produire des tomates de saison. Parce que sous serre, c'est pas la même chose. Mais donc, du coup, je trouve que ça illustre vraiment l'importance de mesurer pour pouvoir faire des choix en conscience et éclairés. Et donc, du coup, on a travaillé avec eux pendant 3 mois à la réalisation d'un calculateur d'empreinte carbone. Et donc, on a réussi à mettre en place, créer un estimateur donc, sur plus de 5000 produits. Donc, aujourd'hui, si vous téléchargez ou si vous allez voir leur application Open Food Facts, vous pouvez trouver cette mesure. Donc, on a fait un premier estimateur à partir vraiment de l'empreinte carbone du produit en lui-même, sans tenir compte des emballages et du transport. Mais là, on est en train de travailler avec l'ADEME à une version 2.0 qui intègre vraiment toute la complexité du transport et de l'emballage du produit. Donc ça, c'était un projet qui a été porté par une association. Pour illustrer la diversité, je voulais vous montrer aussi un projet complètement différent, donc dans la santé cette fois, qu'on a accompagné avec l'hôpital Foch. Donc là, ce projet, il a été porté par un data scientist et un médecin de l'hôpital, des données sur 412 patients. Et là, en fait, l'objectif, c'était de mettre en place un outil d'aide à la décision pour savoir s'il fallait retirer l'outil d'assistance respiratoire à la fin d'une transplantation pulmonaire. Donc, sujet très complexe. Il faut savoir que la transplantation pulmonaire, c'est une opération très compliquée qui touche de plus en plus de gens et qui permet à des gens qui souffrent d'insuffisance respiratoire de retrouver une vie normale. Et le succès de cette opération, il dépend beaucoup du sevrage de l'assistance parce que plus on le retire tôt et plus on réduit le risque nosocomial. Donc, c'est vraiment un enjeu crucial. Et le succès de ce sevrage, il dépend de plusieurs facteurs, du porteur, du greffon et de plein de variables post-opératoires et pré-opératoires. Et donc, du coup, c'est l'analyse de toutes ces données qui va permettre de prendre la bonne décision pour optimiser le traitement du patient. Et réussi à mettre en place un algorithme qui fait mieux que le status quo, c'est-à-dire qui est vraiment capable d'aider le médecin dans sa prise de décision. Et donc, du coup, il y a un papier de recherche qui est en cours. Mais au-delà de ce papier de recherche, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce que ce type de projet peut permettre de faire évoluer dans des institutions aussi grosses que des hôpitaux. Donc,
d'une part, ça a permis de sensibiliser à la problématique des données. Et depuis ce projet, il y a 2 data scientists qui ont été embauchés à l'hôpital. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment une victoire parce que ça permet d'intégrer ce type de démarche et de les généraliser. Et ça a aussi permis de mettre en place des outils collaboratifs au sein des hôpitaux, donc par exemple l'utilisation de GitHub. Et donc du coup, ça montre comment des petites graines comme ça peuvent aussi faire bouger des grosses institutions. Et le dernier projet que je voulais vous présenter, c'est un projet donc une typologie de projet encore différente. Donc c'est un projet de préservation, de détection des départs de feu. Et ce projet, il a une configuration complètement différente. Il est porté par un expert en computer vision qui, au quotidien, dans la vraie vie, utilise ses compétences pour distinguer des carottes et des petits pois dans votre assiette et qui a décidé de servir de ces compétences-là pour résoudre un enjeu d'intérêt général qui est la préservation des forêts. Et du coup, il est parti d'un double constat qui est, comme on le sait tous, l'augmentation exponentielle du nombre de feux de forêt liés aux sécheresses et le fait qu'aujourd'hui, les solutions qui existent, elles sont très onéreuses. Et donc, du coup, il a eu l'ambition de créer un logiciel libre de droit open source et gratuit qui permette de détecter les départs de feu et que n'importe qui puisse télécharger sur un Raspberry Pi. Et donc, du coup, le projet, il a connu plusieurs phases. Donc, une première phase vraiment assez intéressante où il faut vraiment aller recueillir le besoin auprès des pompiers pour comprendre quels sont les enjeux et s'assurer qu'on ne crée pas un produit qui sort de nulle part et qui ne répond pas du tout aux besoins réels du terrain. Donc, par exemple, ils se sont rendus compte que ce qui comptait le plus, ce n'était pas la précision, mais la rapidité avec laquelle on détectait l'incendie. Ensuite, il y a une phase, et c'est la plus compliquée, c'est celle de constituer le jeu de données sur lequel travailler. Et donc, au départ, on avait des algorithmes qui avaient 98% de précision, jusqu'à ce qu'on se rende compte que, en fait, les images, sur les images, les pompiers étaient déjà arrivés. Donc, c'était un peu trop tard. C'est ce que j'ai illustré sur la présentation ici. Donc, ils se sont retrouvés avec ce type de données-là. Donc, après avoir courtement envisagé de déclarer eux-mêmes leur propre jeu de données et leur propre départ de feu, je voulais dire, excusez-moi, ils ont heureusement trouvé des jeux beaucoup plus viables et maintenant, ils en sont à leur troisième phase, qui est la phase d'expérimentation en temps réel sur le terrain, donc cet été, avec des pompiers. Et voilà, donc on espère qu'on sera déconfiné pour pouvoir faire tous ces tests. Donc voilà, je vous ai donné beaucoup d'informations d'un coup, mais je trouvais que c'était intéressant pour que vous puissiez vous projeter et visualiser un peu la diversité des projets qu'on peut faire avec de la donnée et pour l'intérêt général. Donc là, c'est des projets en cours, mais je vais pas rentrer plus dans les détails. C'était vraiment pour vous donner des idées. Et en ce moment, je vais juste finir sur ça. En fait, pour cette dernière saison, on a décidé de mettre en place une saison exclusivement dédiée aux enjeux climatiques. Donc, en ce moment, on accompagne 8 projets qui sont en lien direct avec l'environnement. Et parallèlement à ça, on a aussi monté une formation pour sensibiliser le monde de la tech aux enjeux climatiques. Et d'ailleurs, il y a une des présentatrices de ce soir qui suit cette formation. Donc, elle vous dira si c'est intéressant. Mais donc, voilà, si jamais c'est des sujets qui vous parlent et que vous avez envie de vous engager et que vous avez du temps en ce moment parce que vous êtes chez vous et que vous avez peut-être un peu moins de travail, n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous contacter. Vous pouvez rejoindre notre Slack via notre site Data for Good. Vous rentrez le formulaire pour devenir bénévole et vous pourrez accéder à tous les projets en cours. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ça vous a donné un aperçu de ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. Je pense que tu peux rester, arrêter de présenter, mais rester sur scène, parce que tu as quelques questions. Donc, si tu peux y répondre, tu peux aller dans la section questions. Et pendant que tu lis les questions et que tu commences à y répondre,
Philippa, can you come back on the stage too, because you have some questions for you. So if you can come to answer it. Alors, vas-y, je peux commencer. Yeah. Alors, du coup, je réponds à la question de Virginie. Est-il possible de rejoindre Data for Good après un bootcamp de Data Science? Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent aussi en étant étudiants. Et du coup, je pense que c'est une super occasion d'apprendre aussi avec des gens qui sont plus expérimentés. Alors après, tu pourras peut-être pas être sur tous les projets, mais je pense que c'est un super moyen aussi pour apprendre sur des projets qui ont du sens. Alors, la question de Mathilde, vous êtes jamais en portefeuille avec des projets qui existent déjà? Je pense à la santé notamment. J'imagine qu'il existe déjà beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le sujet. Alors, nous, quand on travaille sur des sujets un peu comme ça, on travaille avec des gens qui font des projets de recherche. On n'essaye pas du tout de dupliquer des projets qui existent déjà, mais plus d'accompagner des gens qui font déjà de la recherche. Donc, on est beaucoup plus dans cette démarche d'accompagner des projets existants que de créer des études from scratch. Et en l'occurrence, si tu parles du projet, par exemple, de détection d'incendie, on s'est servi de plein de travaux de recherche qui existaient déjà sur le sujet. Now, a question for both of you. How many people do you have in each of your teams? Lou first, maybe. Okay, I can answer that. So we have 4 teams, one which manages the volunteers, another which manages the communication part. We have the beneficiary team, and it's more or less, and the sponsors team, sorry, to find partners. And we have more or less 4 to 5 people in each team. Alors nous, on a une équipe organisatrice de 6 personnes qui coordonnent la branche nationale. Et ensuite, on a une antenne à Grenoble, où 3 personnes qui gèrent l'antenne, et une antenne à Marseille, où il y a aussi 3 personnes qui gèrent l'antenne. Et on est vraiment sur une organisation très décentralisée. L'objectif, c'est vraiment que tous ceux qui ont envie de participer puissent participer. I would also like to add something, because I think they also asked about the background of these people. So this is really interesting in our association, Data Science for Social Good Portugal, because we have either engineers, data scientists, but we also have people from designer or from communications journalists. And we also have people from the law science or social sciences, because it's really important to evaluate the impact of this project and the relationships with the organizations. Okay, thank you. Now a question pour lui. Pourquoi j'utilise la fonction de calcul de l'empreinte carbone? Alors, j'ai pas les détails techniques avec moi maintenant, mais en gros, ça utilise la base de données de l'ADEME sur les cycles de vie des produits. Et donc, en fait, l'idée, c'est de récupérer les ingrédients qu'il y a dans chaque produit et donc en quantité, en pourcentage de combien il y en a dans chaque produit, et ensuite de les pondérer avec l'empreinte carbone qui a été calculée par les données de l'ADEME, globalement. Okay, merci. Philippa, do you want to answer the last question, maybe? Yes, because I have here one which is really interesting. Someone asked about the automatic extraction algorithm of the PDF document. So now we are using Textract, which is a Python package to extract text from documents. We are also using Tabula, which is also a package, but to collect data from tables, because this PDF has a lot of tables. And because it's a digital document, these packages are working pretty well, but we still need to do some data cleaning to remove irrelevant characters, for instance. And another alternative that we are looking for, because it's more robust, is to use optical character recognition.
But I will share these details in the chat so that you can take notes. Ok, Thank you. Thank you. Lou, une dernière question ou je pense que tu as répondu à la plupart. And Bettina, I would love to discuss with you about what you're doing in Portugal and learn from each other, by the way. Yeah, I agree. I think it's the main purpose of events like this. Yeah, thank you to both of you, and you can answer to question by typing. Yeah, I will. Thank you. Thank you very much. Bye. Donc, merci Philippa, merci Lou. Maintenant, on va passer à Karine et Mira de la Caisse des dépôts et des consignations qui vont nous faire une présentation sur les biais dans les algorithmes et ce qu'elles mettent en place, entre autres, à la Caisse des dépôts et des consignations. Donc, je vous laisse vous connecter, venir sur scène toutes les deux. Si vous y arrivez, moi, je vais sortir les scènes tout de suite. J'ai l'impression qu'on a un petit souci technique, c'est les aléas du direct. Mais alors on va essayer de le régler au plus vite. Karine, Mira, je ne sais pas si vous nous entendez, si vous pouvez peut-être écrire dans le chat pour savoir si vous arrivez bien à vous connecter. Désolée pour ce petit contretemps. Je vais le problème rapidement. Alors, il y a quelqu'un qui demande quel est le hashtag pour cet événement. C'est une bonne question. J'imagine que c'est hashtag Paris Data Ladies. Mais les autres co-organisatrices vont répondre dans le chat, je pense, parce que je ne suis pas sûre de moi quand je dis ça. C'était donc ça, hashtag Paris Data Ladies. Merci Alexandra. Karine, Mira, est-ce qu'on a des nouvelles de vous? Est-ce que vous arrivez à vous connecter? Je regarde si elles sont connectées à... Est-ce que vous... Mira, on t'entend et on te voit. Super. Alors du coup, Karine... Bonsoir à tous. Alors Karine a des soucis, je ne sais pas comment ça se passe. Donc je l'ai sur Skype à côté avec son autre ordi. Ok. Donc elle me dit qu'elle a des soucis à se connecter. Ouais, ça a frisé complètement, mais là ça marche. Bon, je vous laisse alors, allez-y. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien et que vous êtes bien installés dans votre salon. Je m'appelle Karine Reims et je suis data scientist à la Caisse des dépôts depuis un peu plus d'un an. Et avec Mira, on voulait vous parler des biais pour ce meetup spécial Data for Good. Merci Karine. Alors moi je suis Mira Saada. Je fais un doctorat au Data Lab et à l'Université de Paris dans le domaine du machine learning où je suis spécialisée dans le traitement de la donnée textuelle. Donc je suis ravie de m'associer avec Karine pour cette présentation dont voici le déroulé. Donc on commencera par une rapide introduction où on définit ce que sont les biais algorithmiques ainsi que les raisons qui nous ont poussé à s'y intéresser à la Caisse des dépôts. On parlera ensuite des origines de ces biais avec quelques exemples pour illustrer chaque point. Et enfin, on parlera de quelques solutions qui peuvent être mises en place afin de lutter contre ces biais. Et à la fin, on essaiera de répondre à vos questions. Donc, commençons tout de suite par l'introduction. Donc, avant toute chose, qu'est-ce que la Caisse des dépôts? La Caisse des dépôts est une entreprise publique et tiers de confiance. Donc, c'est en tant que telle qu'elle œuvre pour l'intérêt général dans le cadre de mandats confiés par l'État, en agissant au plus près du citoyen où qu'il soit. Donc, parmi les missions clés de la Caisse des dépôts, l'investissement dans tous les territoires, et notamment là où l'investisseur privé se fait le plus rare, elle œuvre donc pour l'égalité de tous les citoyens. Maintenant, qu'est-ce que les biais algorithmiques dans l'IA? Donc, on peut les définir comme étant l'écart entre la sortie de l'algo et la réalité. Et pour illustrer nos propos, nous avons choisi des exemples connus de classification d'images. Donc, l'objectif de l'algorithme en question est le suivant. Donc, étant donné un jeu d'images labellisé dans lequel on dit à l'algo voici des images de loups, voici des images de chevaux, voici des images de chats, etc. Donc, l'algorithme doit trouver les variables qui permettent de distinguer les loups des chats, des chiens, des chevaux, etc. Donc, pour que lorsqu'on lui donne une image de loup qu'il n'a jamais vue, qu'il puisse reconnaître que c'est bel et bien un loup. Donc, pareil pour les chevaux et les chats, etc.
Donc, on dit que l'algo apprend à partir des données, d'où le terme machine learning ou apprentissage automatique. Par conséquent, le but est de pouvoir généraliser la prédiction à des images qu'il n'a jamais vues. Donc, on voudrait que l'algorithme généralise, par exemple, que lorsque l'animal a des petites oreilles pointues et un visage triangulaire, implique que c'est un chat. Le souci ici, c'est qu'on ne sait pas toujours sur quoi se base l'algorithme pour généraliser. Exemple, avec la première image à gauche, donc si dans les données d'apprentissage, à chaque fois qu'il y a un loup, il y a de la neige, l'algo en déduit que dès qu'il y a de la neige, c'est un loup. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, c'est exactement ce qui se passe ici. L'algorithme prédit que ce chien est un loup parce qu'il y a de la neige autour. Donc, autre exemple avec la seconde image à droite. Donc, si dans les données d'apprentissage, toutes les images de chevaux ont le même logo, l'algorithme va considérer que la zone du logo est une variable discriminante. Donc ici, la prédiction est correcte, donc pour le cas des chevaux, donc ça va, mais si on lui donne une image de cheval sans le logo, l'algorithme sera complètement perdu. Donc on peut dire qu'il généralise bel et bien, mais il généralise mal. Donc je précise quand même que les deux exemples ici sont des histoires véridiques et proviennent de papiers de recherche. Donc voilà pour les biais. Donc même si tout ça est très intéressant, à la Caisse des dépôts, notre priorité n'est pas vraiment de classifier les loups et les chevaux, mais plutôt d'être au plus près de tous les citoyens, et notamment ceux qui en ont le plus besoin, afin de lutter contre les fractures territoriales et les inégalités sociales. Voilà pour les biais. Alors, pourquoi on vous parle de biais dans ce Meetup for Good? C'est parce qu'en fait, maintenant, de plus en plus de nos activités quotidiennes, elles vont générer des données. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des algorithmes sur plein de domaines différents, que ce soit la médecine ou alors on a du recrutement, le métier des assurances, enfin vraiment tous les domaines. On a notamment une entreprise qui s'appelle Northpoint aux États-Unis qui a créé un algorithme Compass dans le domaine de la justice qui est utilisé par les juges américains, dont le but, c'est de prédire si un prisonnier a plus de chances de récidive ou pas. Donc, ça veut dire que c'est un questionnaire de 137 questions et à la fin, on donne une probabilité au prisonnier de savoir s'il va récidiver ou pas, et c'est utilisé par les juges. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci avec cet algorithme, c'est-à-dire que quand on était une personne afro-américaine et qu'on n'avait pas récidivé, on avait quand même 2 fois plus de chances d'être prédit comme à fort risque de récidive. Et au contraire, quand on était une personne non afro-américaine et qu'on récidivait, on était quand même 2 fois plus souvent prédit comme à très faible risque de récidive. Donc là, ça pose quand même question quand un algorithme discrimine comme ça un groupe d'individus. Surtout que cet algorithme, ça vient d'une société privée. Donc, il n'y a personne qui a pu... L'algorithme, il est privé, on ne peut pas le voir. Il a été appris sur des données de Floride, puis appliqué sur tout le territoire. Donc, ça pose quand même question de ce côté-là. C'est pas les seuls, c'est pas les seules entreprises et le seul domaine où est-ce qu'on a pu voir des discriminations. Donc c'est là, c'est à partir de ce moment-là que ça commence à poser problème quand les algorithmes discriminent un groupe de personnes. Alors ça arrive souvent aux États-Unis parce qu'en France, on a un peu plus de lois qui nous protègent et protègent nos données, mais ça prouve quand même qu'on peut avoir une certaine méfiance vis-à-vis de l'IA quand elle met de côté un groupe d'individus. Donc là, Mira, on va passer sur la partie l'origine des biais et je laisse Mira prendre la suite. Ok, alors on a constaté qu'il pouvait y avoir des biais, mais avant de pouvoir lutter contre ces biais, il nous faut identifier leur origine. Donc, la première source de données que nous avons identifiée est les données d'apprentissage. Donc, nous avons vu précédemment qu'en machine learning, on s'attend à ce qu'un algorithme apprenne à partir des données qu'on lui donne, afin de généraliser des données qu'il n'aura jamais vues. Nous avons également vu qu'il était possible qu'un algorithme ne généralise pas toujours de la manière dont on s'attend. Et ici, nous avons pris l'exemple d'un système de recrutement développé il y a quelques années par Amazon, où il a été constaté qu'il faisait preuve de discrimination envers les développeuses, entre autres. Alors, c'est un fait, il y a beaucoup plus de développeurs que de développeuses qui sont recrutés, c'est statistique. En revanche, là où ça pose problème au niveau du système de recrutement, c'est que l'algorithme peut en déduire qu'être un homme est un critère discriminant pour ce métier, et ce n'est absolument pas ce qu'on veut.
En plus, même en ayant pris soin de retirer l'information du genre des candidats, les biais subsistent, notamment en détectant le genre du candidat à travers le vocabulaire utilisé dans le CV. Par exemple, le fait qu'une candidate ait fait partie d'un club féminin d'échecs ou qu'elle ait été dans un lycée pour filles, par exemple, trahit cette information du genre. Donc, ça a été constaté avec des données en anglais, donc, qui est une langue très peu genrée. Je vous laisse imaginer en français ce que ça pourrait donner. Donc, cet exemple illustre le fait que des données non inclusives et peu représentatives des minorités peuvent constituer un biais qui peut facilement être généralisé par les algorithmes et donc décuplé. Donc, second exemple à droite, donc d'un système de soins utilisé dans des hôpitaux américains qui prédit un score de risque pour des patients et qui se base sur le principe suivant. Donc, plus un patient a dépensé en termes de soins, plus ce patient est susceptible d'avoir besoin de soins personnalisés et complexes. Donc, ce qui est assez logique comme raisonnement et qui marche plutôt bien en pratique, dans le sens où on obtient de bonnes performances en termes d'exactitude de la prédiction. Seulement, des chercheurs ont pu détecter des biais ratios dans l'algorithme utilisé, c'est-à-dire que pour des scores de risque égaux, il a été constaté que les personnes noires étaient en moyenne nettement plus malades que les personnes blanches. Alors que, bien entendu, les origines ethniques des patients ne sont pas utilisées pour la prédiction. Donc, l'explication donnée par les chercheurs est la suivante. Donc, il a été démontré qu'aux États-Unis, une personne noire aura de façon générale moins facilement accès aux soins qu'une personne blanche présentant les mêmes pathologies. Donc, les dépenses en soins peuvent donc significativement être inégales entre ces deux sous-populations, ce qui introduit donc un fort biais dans les données et explique la discrimination dont fait preuve l'algorithme. Donc, les chercheurs à l'origine de cette étude préconisent de se baser pour la prédiction sur les données médicales plutôt que sur les données de coûts relatifs aux soins. Donc, en faisant de la sorte, donc en se basant que sur les données médicales du patient, le nombre de personnes noires qui reçoivent des soins additionnels passerait de 17% à 46%, ce qui est non négligeable. Donc, ce que l'on cherche à démontrer à travers cet exemple, c'est que les biais discriminatoires présents dans notre société peuvent très facilement être reproduits par nos algorithmes qui ne font qu'apprendre sur nos décisions au final. Donc Mira vient de nous dire que les biais pouvaient venir des données, mais en fait, ça peut aussi venir des personnes qui codent. Par exemple, il y a quand elle était étudiante, Joy Buolamwini, elle a dû faire un espèce d'algorithme qui utilisait un module de reconnaissance de visage. C'était pour un devoir en informatique. Donc, elle le fait de A à Z. Au moment où elle veut le tester, elle essaie de le tester sur elle et ça marche pas. Donc, elle a dû demander à son coloc ou sa coloc de l'époque de mettre son visage à la place du sien pour pouvoir valider, enfin tester son module et avoir son examen. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le module qu'elle avait pris de reconnaissance de visage, les personnes qui l'avaient codé n'avaient pas fait apprendre leur algorithme sur toute couleur de peau et toute forme de visage, et du coup, ça marchait pas pour le sien. Bon, là, on parle d'un devoir, mais il y a de plus en plus de domaines où on va utiliser ça. Par exemple, aux États-Unis, ils commencent à parler des contrôles aux frontières. Si jamais on prend les voitures autonomes et qu'elles reconnaissent pas un piéton, ça pose quand même souci. Donc, Joy, maintenant, elle travaille au MIT et elle a continué là-dedans. Elle a créé une espèce d'association ou de communauté qui s'appelle The Algorithmic Justice League. Et en fait, l'idée, c'est que nous, en développant, en utilisant des algorithmes, des logiciels, si on se rend compte d'un biais, on peut le déclarer sur son site et eux, ils viennent enquêter ou auditer les algorithmes. Et donc, ils ont déjà audité IBM, Microsoft, enfin, voilà, plein d'algorithmes. Et je crois que le dernier en date, ils auraient trouvé des biais dans tout ce qui était la reconnaissance vocale. Mais en fait, s'il y avait eu, on se dit, plus de diversité dans les personnes qui avaient codé ce module-là, finalement, peut-être qu'en testant déjà d'eux-mêmes, ils se seraient rendus compte qu'on écartait une partie de la population dans nos algorithmes. Donc, c'est très important d'avoir la diversité dans les équipes. Et je pense que si même si c'est inconscient, si on n'est qu'un seul développeur sur un algorithme, on code un peu, on a notre façon de voir le monde, on a nos biais innés.
Et donc, du coup, on peut le retransmettre à comment on façonne notre algorithme. Donc, c'est vraiment très important d'être une équipe d'être complète et d'avoir plusieurs profils différents pour se rendre compte déjà, avant de mettre en production, d'utiliser un algorithme, s'il y a des parties de la population qui sont écartées ou discriminées. Donc là, avec Mira, on va vous parler peut-être de comment on peut faire, vu qu'on voit que ça peut être quand même assez dangereux, les algorithmes, dès qu'il y a des biais et discriminer des personnes. Donc, je te laisse prendre la main. Donc, avant de parler concrètement des solutions et des bonnes pratiques relatives aux biais, on souhaite mettre en évidence 2 types de contraintes que l'on peut rencontrer et auxquelles sera confrontée toute entreprise qui souhaite adresser le problème des biais. Donc, première contrainte, donc compromis entre la transparence et la performance, où on donne ici comme exemple la question de l'utilisation du deep learning, connu pour être de façon générale plus performant, notamment pour les données images et textes, mais également pour être nettement moins explicable et interprétable que des modèles plus classiques comme les arbres de décision ou la régression linéaire. Donc le problème qu'on souhaite adresser ici, c'est que si l'on se prive de l'occasion d'utiliser des modèles plus complexes, on risque de brider l'industrie française du numérique et ainsi être à la traîne par rapport à la recherche scientifique. Donc la bonne nouvelle, c'est que les chercheurs la recherche évolue en ce qui concerne l'explicabilité des réseaux de neurones et de plus en plus de scientifiques travaillent pour que l'on n'ait plus à choisir entre transparence et performance. Donc, seconde contrainte, compromis entre équité et profit. On a choisi l'exemple des moteurs de recherche, dont certains ont été accusés de favoriser, dans certains cas, les résultats de recherche qui servent leurs intérêts. Donc ici, on parle d'un autre type de biais qui sont cette fois-ci volontaires, contrairement aux exemples traités précédemment, mais ça reste tout de même dans le sujet éthique, car Google, par exemple, a souvent été au cœur de polémiques où il a été accusé de ne pas s'appuyer uniquement sur la pertinence des pages web vis-à-vis des requêtes utilisateurs pour trier ces résultats de recherche. Donc cette contrainte vis-à-vis du profit ne nous concerne pas forcément directement au Data Lab, en tout cas moins que la première contrainte, pour la simple et bonne raison que la Caisse des dépôts, du moins la partie établissement public, n'est pas dans un secteur concurrentiel. En revanche, l'aspect transparence et équité est primordial dans notre métier. D'autant plus que, Karine, si tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Donc, d'autant plus que, comme plusieurs grandes entreprises, on souhaite être à la pointe de la technologie, utiliser les dernières techniques qui permettent de faciliter la vie des collaborateurs et des citoyens. En revanche, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec ces algorithmes, étant donné les risques éthiques qui peuvent engendrer et la position de la Caisse des dépôts. Donc, afin d'adresser ce besoin de transparence et d'équité, plusieurs actions ont été et seront menées de notre côté pour lutter contre les biais liés aux données et aux algorithmes de machine learning. Donc, ces actions se traduisent par donc, 2 points. Au premier point, la sensibilisation de la communauté data science et IT par rapport aux biais et à la transparence. Donc, ça a d'ailleurs été l'un de nos sujets de meet-up organisés par le Data Lab, donc à la Caisse des dépôts. On a notamment traité le sujet de l'interprétabilité et de l'explicabilité des modèles de machine learning, destinés à sensibiliser en donnant des exemples flagrants de biais et les risques que ça représente, mais aussi, ça a aussi servi à donner des éléments techniques pour mettre en place cette interprétabilité et explicabilité dans nos projets. Donc, nous souhaitons aller plus loin dans le cadre de nos projets internes et au même titre que l'analyse de données en amont, on a pour ambition de rajouter à tous nos projets une brique explicabilité-interprétabilité afin de gagner en transparence et expliquer les éventuels biais. Donc, de plus, dans le but d'accroître nos capacités à faire face à ce défi, nous mettons également en place un partenariat avec des chercheurs spécialisés dans les biais algorithmiques, dans le machine learning, afin de mettre en place des solutions concrètes pour détecter et lutter efficacement contre ces biais. Donc, second point, plus concrètement, dans le cadre d'un projet interne, nous avons décidé de mettre en place des tests
pour juger de l'équité et de la neutralité d'un moteur de recherche réalisé donc, en interne. Donc, le but a été de vérifier si le moteur de recherche était neutre vis-à-vis des résultats de recherche, tout en gardant la pertinence vis-à-vis du citoyen qui est utilisateur de la plateforme. Donc, le projet est toujours en cours et consiste à mettre en place une sorte de métrique de neutralité qui permet de vérifier à travers plusieurs résultats de recherche que le moteur ne favorise pas tel ou tel candidat pour une raison autre que sa pertinence vis-à-vis de la requête utilisateur. Donc, à terme, ce type de test peut être étendu à toutes sortes de vérifications, comme de savoir, par exemple, si le système est neutre vis-à-vis des petites collectivités souvent sous-représentées, etc. Donc, ils pourront également servir, donc, ces tests, à tester d'autres systèmes comme les systèmes de recommandation en vérifiant que ceux-ci ne sont pas sensibles au genre, aux origines, etc. Donc, comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc, le but ici étant d'éliminer un maximum de biais de toute notre plateforme, de tous nos plateformes, pardon, à la Caisse des dépôts. Donc en fait, là, on a vu que bon, les algorithmes, ça pouvait quand même discriminer certaines personnes et qu'il fallait bien les contrôler parce que bah, ça pouvait être dangereux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on durcit les lois? Il y en a déjà beaucoup plus en France qu'aux États-Unis, notamment sur les données. Ou est-ce qu'on construit d'autres algorithmes pour contrôler les algorithmes? Mais là, ça va peut-être mettre du temps parce qu'il faut les tester aussi. Donc en fait, je pense qu'il y a déjà pas mal de bonnes pratiques qu'on peut mettre nous-mêmes en place. Déjà, il y a en parler, c'est ce qu'on a dit. Je pense que plus on est informé, plus on sait qu'il peut se passer des choses et on va être sensibilisé. Et pourquoi pas en amont de chaque projet, il faut que toute l'équipe projet, que ce soit du PO au développeur, soit conscient qu'il peut y avoir des risques. Et je pense que du coup, on fera un algorithme de la bonne façon. On a besoin, comme je disais, de diversité dans une équipe projet et une équipe de développeurs. On peut jouer aussi sur la qualité des données. Si par exemple on voit avec l'exemple de Compass qu'en Floride il y a des problèmes, peut-être qu'il faudrait faire une base de données plus neutre, plus partagée, qui soit accessible à tous. Et au moins on a tous les mêmes bases et on sait qu'elles fonctionnent bien et qu'il n'y a pas de biais dedans. Peut-être penser à plus normaliser. Si on voit, même si on a des variables un peu interdites en France, essayer de vérifier quand même sur nos données qu'on peut pas, qu'on peut pas les deviner quand même. Et pourquoi pas se mettre aussi en place, mais à chaque fois qu'on fait un algorithme, des sortes de labels ou certifications. Comme ça, on sait qu'on dès qu'on a un algorithme qui sort, hop, on sait, il est transparent, il peut être auditable, il est explicable. On a fait des tests avec d'autres inputs à l'intérieur, d'autres données. On a vérifié que ça marchait bien pour tout le monde. Et notre algorithme, il est certifié et on sait que ça marche. Donc déjà, il y a peut-être des initiatives qu'on peut prendre nous-mêmes. Parce que ce serait quand même dommage parce que les algorithmes, ils peuvent discriminer, mais surtout, si on les utilise bien, ils peuvent permettre au contraire de révéler certains biais qu'il y a déjà dans la société, parce que ça met en avant des choses qui étaient plutôt intuitives ou masquées. C'est pas discriminant, mais si on prend l'exemple des loups, des chevaux, l'algorithme, il a remarqué quelque chose, que ce soit la neige ou la marque, tout seul. Et donc, ça permet de mettre en avant des choses un peu enfouies dans les données. Et c'est vraiment, ça va permettre de mettre en avant les biais existants dans la société et qui vont discriminer les personnes. Donc, ce serait dommage de se restreindre quand ça peut être un très bon outil. Je vous remercie à tous. Enfin, on vous remercie tous pour votre attention. Vous avez mis, ça doit peut-être pas, mais des exemples de papiers qu'on a lus pour se renseigner. Et puis, on va passer aux questions. Je vous rejoins parce que je vous vois pas. Hop là. J'allais dire, on passe aux questions. Vous en avez plusieurs. Il y en avait une qui avait été posée, mais que vous avez répondu au fil de l'eau. Du coup, la première question est d'Alexandra. Avez-vous testé des algorithmes d'interprétabilité des modèles de deep learning, sur des modèles de deep learning? Exemple, Deep Explainer. Alors, si Deep Explainer, qui est mentionné ici, c'est la version qui est implémentée dans la librairie SHAP. Alors oui, mais pas sur tout type de données. Donc on l'a testé sur des données de type texte. Et bon, le résultat, bon, je ne peux pas vraiment dire parce qu'on n'a pas fait vraiment de tests hyper étendus, mais ça ne répondait pas vraiment à nos besoins. Donc on a testé d'autres modèles autres que Deep Explainer, donc là encore, c'était pas forcément des tests systématiques où on évalue vraiment
le modèle. Mais en fait, on a utilisé des architectures de type... donc, il y avait des couches de type attention, où ça marchait un petit peu mieux que Deep Explainer. J'espère que ça répond quand même à la question, mais voilà un petit peu notre expérience sur le sujet. Ok, merci. Une autre question de Camille. Comment pouvez-vous vous assurer que votre définition de la neutralité est neutre, justement? Karine, si tu permets, je réponds aussi à cette question. Tu veux répondre? Bon, vas-y. Oui. C'est juste que j'ai un petit peu, donc comme j'ai dit, donc le projet est en cours, donc j'ai un petit peu participé au projet. Mais en fait, justement, ça fait partie un peu de la problématique non supervisée, où pour dire que le truc marche, c'est très compliqué, sauf si on va vraiment voir dans les exemples si ça marche ou pas. Donc, ce qui est bien, c'est que là, on a un métier qui est avec nous, qui nous aide à vraiment mettre en place cette métrique et qui valide un petit peu la définition de la neutralité. Mais c'est vrai que c'est une question très difficile à aborder. Et enfin, une dernière question. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Utilisez-vous des outils comme Lime, Chapley et quel retour? Ça a été à moitié répondu par la question, donc pas celle d'avant, juste celle d'avant, où on a parlé de Deep Explainer, donc il fait partie de la librairie Chap, donc qui implémente une méthode, il me semble, à l'entre-deux entre Lime et Chapley. Donc Lime tout seul, moi pour ma part, j'ai pas testé. Chapley tout seul non plus. Mais Chap, qui, comme je l'ai dit, est un mix des deux, oui, donc ça a été testé. Donc sur des données numériques, je trouve que ça marche très bien. Ça permet de voir, surtout, ça permet vraiment une interprétabilité et pas l'explicabilité. Donc ça permet d'interpréter un modèle une fois qu'il a appris, une fois qu'il donne ses résultats. Et ça permet d'aller un peu plus loin que la feature importance que donnent des outils comme scikit-learn, etc. Voilà. Okay, merci. Pendant que tu parlais, il y a eu 2 nouvelles questions. La première, émettez-vous des recommandations de restructuration de bases d'entraînement pour éviter certains biais? Je pense que, en fait, on se rend compte vraiment peut-être des problèmes que peuvent avoir nos données en entrée en regardant les résultats de notre algorithme en sortie. Donc, des recommandations en amont, je sais pas, mais peut-être si en sortie, on se rend compte qu'il y a, tu me corrigeras, Mira, hein, mais si en sortie, on se rend compte qu'il y a des, je sais pas, des populations qui sont vraiment sous-représentées ou discriminées, c'est comme ça qu'on peut venir en amont des données qu'on donne à notre algorithme pour être sûr, enfin voilà, pour être sûr que tout le monde soit pris en compte. Et je sais que sinon, quand tout ce qui est données textuelles, peut-être faire attention à tout ce qui est genré, ce que disait Mira en français. On a beaucoup de e, de is, enfin directrice, les choses comme ça, de e. Et peut-être essayer de normaliser tout ça pour que même si on n'est pas les variables masculin, féminin, on n'ait pas d'autres types de données qui nous permettent de tout déduire, quoi. Merci pour la réponse. Une autre question de Stéphanie. Dans vos projets, considérez-vous aussi des dimensions d'éthique? Par le thème lui-même des projets, je pense il y a soit c'est en construisant l'algorithme, soit complètement le thème du projet en fait. Enfin, si j'ai tout compris la question, si le thème, nous on peut avoir, je sais pas comme exemple quoi donner, mais certains de nos projets qui vont être comme plus sur les territoires ou pour essayer de pas défavoriser certains territoires par rapport à d'autres qui seraient plus grands, bah ça prend de l'éthique aussi parce que c'est le thème lui-même du sujet. Après, techniquement, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Mira. Moi, je le vois plus dans le thème aussi du projet qu'on choisit. Il y a les deux. Il y a vérifier avoir le thème de notre projet et vérifier que notre algorithme est bien transparent et pas discriminant. C'est ça. C'est un peu dans le cœur de métier de la Caisse des dépôts de travailler dans l'éthique. Donc, il y a toujours un petit peu d'éthique dans nos projets. Donc, voilà. Ok, merci pour ça. Et du coup, on va prendre une dernière question de Halim. A-t-il été compliqué de convaincre en interne sur l'importance de ces travaux sur les biais
notamment sur un aspect deadline et livrable, étant donné que ces travaux de vérification et tests prennent du temps? Alors, juste par exemple, pour la partie test sur le moteur de recherche, donc ça, c'est vraiment le métier qui a été demandeur de ce projet-là. Donc, c'est un projet en lui-même, mettre en place ces tests-là. Donc, pour ce projet-là, il n'y a pas eu de souci. Pour d'autres projets, donc, en fait, les métiers sont toujours contents de pouvoir comprendre les modèles. Donc, tant qu'on peut expliquer et interpréter, eux, ils sont contents. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment une partie qu'il faut rajouter à nos projets au même titre que l'analyse de données. Donc, les deux sont très importants, autant l'analyse de données au début que l'interprétabilité à la fin. Et donc, ces biais-là, en fait, ils n'interviennent pas forcément dans tous les projets. Donc, il y a des projets où les données, il n'y a pas de données personnelles, il n'y a pas de risque éthique en soi. Mais dans ces projets-là, je pense que le métier et le client ne peut être que preneur. Et je pense qu'on a aussi de la chance, nous, à la Caisse des dépôts, parce que même par ces valeurs, je pense qu'on peut nous laisser la liberté de travailler là-dessus, parce que c'est propre aux valeurs de la Caisse elle-même. Donc, on a la chance de pouvoir prendre du temps pour étudier justement toutes ces questions d'éthique, de biais. Ok, bah merci pour vos réponses. Il y avait encore quelques questions, mais on n'a plus trop de temps. Donc, ce que vous pouvez faire, Karine et Mira, c'est peut-être aller dans les questions et y répondre directement par écrit. Comme ça, tout le monde aura sa réponse. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup. Merci à vous. À plus tard. Et du coup, maintenant, on va passer à Sama de Aliatech, qui va nous présenter sa société et qui est un interprète médical. Donc, je te laisse présenter Sama. Bonjour à tous, merci. Donc, je m'appelle Sama Gelussi et je vais vous présenter alors 2 secondes, j'ajoute juste le partage d'écran. Hop. Ok. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Ok, top. Bah, du coup, on va commencer. Alors, donc, je suis data scientist depuis maintenant 6 ans. Par contre, juste, Sama, peut-être coupe les notifications, le son des notifications, puisque sinon, dès qu'il y a quelqu'un qui va écrire dans le chat, tu vas avoir les notifs. Donc, ça va être un petit peu embêtant. Ou coupe le son de ton ordinateur. Ça marche. Au choix. Mais voilà, ce sera plus simple. Merci. Sinon, on te voit bien, on t'entend bien. Ok, donc bonjour à tous, je m'appelle Sama Gelussi et je suis data scientist depuis maintenant 6 ans. Donc déjà, je suis contente d'intervenir pour la seconde fois puisque j'avais déjà participé, j'avais déjà présenté il y a 2 ans une présentation sur le NLP au Meetup Paris Data Ladies. Donc je suis contente de revenir parmi vous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la startup que j'ai cofondée et sur laquelle je travaille depuis 1 an. Et tout d'abord, je vais commencer par une anecdote personnelle que j'ai vécue lorsque j'étais étudiante. Donc, durant mon cursus en tant qu'ingénieur en technologie de l'information pour la santé, en fait, on avait plusieurs stages d'immersion à faire dans le milieu hospitalier. Et l'un des stages que j'avais à réaliser, c'était dans le pôle anesthésie et réanimation du CHU de Grenoble. Et lors de mon premier jour de stage, je passe par la salle de réveil et là, il y a une infirmière qui est venue vers moi parce que l'une des patientes de ce service qui venait de se réveiller après son opération ne pouvait pas communiquer avec eux. Et en fait, c'était une dame qui était un peu âgée et qui ne parlait qu'en arabe. Et donc, ils m'ont sollicité pour traduire ce qu'elle disait. Mais comme en fait, c'est que je n'ai pas pu vraiment aider puisque je ne parle pas très bien l'arabe. Et en fait, ce genre de situation, c'est des situations que, en fait, on se rend compte à quel point les problèmes de communication ont un impact sur la qualité des soins et en fait, la barrière de la langue peut avoir des conséquences directes sur la prise en charge d'un patient. Donc, ça arrive des centaines et des centaines de fois par jour dans le monde. Un patient sur 5 évoque la barrière de la langue comme obstacle lors de l'accès aux soins.
Et ça, c'est la HAS, donc qui le dit, la Haute Autorité de Santé. Et selon une étude canadienne, un patient qui ne parle pas la langue du soignant a 70% de chances en plus d'être admis à l'hôpital. Et les admissions diminuent quand on fait appel à un interprète. Et donc, dans le meilleur des cas, on va faire appel à un interprète professionnel qui va soit se déplacer, soit intervenir par téléphone. Et le coût de la prestation par téléphone est de 25 € pour 15 minutes d'interprétariat. Et c'est encore plus cher lorsque l'interprète se déplace. Mais dans tous les cas, il y aura toujours un temps de latence entre le moment où on fait appel à l'interprète et le moment où on va pouvoir réellement communiquer, en fait, échanger avec le patient en présence de l'interprète. Et donc, dans la plupart des cas, on va demander à quelqu'un qui connaît plus ou moins la langue du patient de faire la traduction. Ça peut être par exemple une personne de l'équipe médicale qui a une double culture ou bien un accompagnateur de la famille du patient. Mais là, il n'y a aucun moyen de savoir si ce qui va être traduit reflète vraiment ce qu'a voulu dire le praticien puisque on ne peut pas vraiment vérifier en fait si l'information transmise est correcte. Et donc, dans d'autres cas, ce qu'on utilise, eh bien, c'est les services de traduction en ligne, qui sont certes très performants, mais qui sont des systèmes de traduction généralistes et donc qui ne prennent pas en compte le contexte médical. Et donc, des ambiguïtés de sens peuvent amener à des erreurs de traduction dues à une mauvaise interprétation du contexte. Par exemple, lorsque vous traduisez « au revoir » donc en ourdou avec Google Trad, eh bien, c'est traduit comme un adieu, un au revoir douloureux définitif, donc comme si la personne allait mourir ou disparaître. Donc, imaginez le stress d'un patient pakistanais à qui vous voulez seulement dire au revoir en utilisant Google Trad. D'ailleurs, la barrière de la langue, c'est vraiment un vecteur d'inégalité sociale, car l'incapacité à se faire comprendre va concerner en particulier les patients isolés, les plus vulnérables, qui vont donc s'éloigner du parcours de soins, car ils vont préférer renoncer à se faire soigner plutôt que de subir cette situation. Et donc, chez Aliatech, on a réfléchi à une solution qui permet de recréer du lien et qui aide à soigner. Notre innovation, elle consiste à digitaliser l'interprétariat médical en regroupant dans un seul et même outil la connaissance médicale de plusieurs langues et dialectes. La solution que l'on propose, c'est un assistant vocal interprète médical qui traduit instantanément les questions du médecin dans la langue natale du patient, en prenant en compte le contexte médical ainsi que la culture du patient. Le praticien pourra ainsi mieux prendre en charge ses patients étrangers, gagner du temps et de l'efficacité et surtout éviter des erreurs médicales. Et donc voilà à quoi ressemble l'application sur smartphone Aliatech. Et je vais vous faire une démo. Alors, je vous fais une démo en direct, donc via mon téléphone. Donc, et là, vous voyez en fait sur l'écran ce que ça affiche en fait, l'interface de l'application. Alia est à votre écoute. Quelle est la langue du patient? Donc, je vais commencer, je vais lui dire que le patient est... Le patient est anglais. Vous souhaitez traduire en anglais? Je vous écoute. Pourquoi êtes-vous venu aux urgences? Why have you come to the ER? Où est-ce que vous avez mal? Where does it hurt? Avez-vous des allergies? Do you have any known allergies? Avez-vous du mal à respirer? Are you short of breath?
Donc en fait, on peut continuer comme ça encore longtemps, puisque on a plus de 600 phrases médicales donc apprises par le système, et on a 60 langues et dialectes en cours d'enrichissement. Et on a commencé par un focus sur 3 langues au départ, donc l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Donc ici, la fiabilité, elle est assurée par le fait que c'est l'intention de l'utilisateur qui est prise en compte. Et ce n'est pas une traduction mot à mot, comme le proposent des services de traduction en ligne. Et donc l'assistant, en fait, il indique en toute transparence ce qui a été compris et qui est traduit au patient. Comme vous le voyez ici, en fait, donc ce que j'ai dit, d'ailleurs j'ai refait le même test avec en démo. Donc pourquoi vous êtes venu aux urgences, c'est ce que j'ai dit. Et en fait, lui il traduit, il fait une reformulation. Donc on voit l'endroit là où il y a la petite flèche. En fait, c'est que le système il a reformulé ça. Du coup, en fait, le médecin il sait ce qui va être traduit au patient puisqu'il y a une reformulation en français. Donc, en fait, c'est pas opaque du coup. Il sait vraiment ce qu'il y a et s'il y a eu un souci ou quoi, il peut toujours reformuler. Mais en tout cas, il a un contrôle complet sur la conversation. Et donc, ce qu'on propose, c'est un service qui s'améliore constamment grâce aux données recueillies. En effet, plus le service est utilisé, plus il sera intelligent et il pourra reconnaître de nouvelles expressions. Aussi, on développe actuellement une plateforme de traduction en ligne pour que nos contributeurs puissent justement ajouter de nouvelles traductions et pour qu'on puisse aller encore plus vite. Et notre objectif à terme, c'est d'avoir assez de données pour pouvoir proposer notre propre service de traduction en ligne spécifique au contexte médical. C'est quelque chose qui n'existe pas encore. En fait, c'est qu'on a beaucoup de systèmes, donc de systèmes très performants, mais qui sont très souvent généralistes. Et donc, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et pourquoi pas, à terme, arriver à ce niveau de traduction. Alors, juste, je vais vérifier, je ne suis pas sûre que vous allez avoir le son. Du coup, je vais quand même remettre le son. Allô, allô, vous m'entendez? Vous entendez? On t'entend bien. Ok, super. Roaches, you see them? You see? I can see them. If you heard it, I didn't see them. Rather than them. Do you very know? You know, you can notice the last one like the English feast. We'll have to destroy everything they left. Donc voilà, alors vous avez vu, donc c'est un extrait d'un épisode de Black Mirror. Bon, pour en arriver là, donc comme vous avez pu voir, donc c'est un petit système que la personne a, et puis en fait la traduction elle est vraiment complètement instantanée. Et pour en arriver là, il va falloir encore mener des efforts. Et justement, je vais vous parler à présent de l'historique du développement de la traduction automatique. Donc, la traduction automatique, elle a été abordée pour la première fois en 1954. Donc, ici, avec donc une expérimentation menée par l'université de Georgetown et IBM. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que sur un échantillon de 49 phrases russes, ils les ont traduites, donc ils ont pu les traduire en anglais à l'aide de 250 mots et 6 règles grammaticales. Et cette première démonstration, elle a confirmé en fait l'engouement pour la traduction automatique. Et donc, dans cette première période, les recherches, elles se basent sur la construction de systèmes de règles grammaticales, l'analyse syntaxique des textes. Et c'est en 1982, donc juste vers ici, que le premier système de traduction automatique basé sur des règles est apparu. Ensuite, c'est vers 1993 qu'un système de traduction automatique statistique voit le jour, donc avec avec un système dans la dimension des mots qui a été créé, suivi par la traduction automatique dans la dimension des phrases, qui va être optimisée en 2003. Et c'est beaucoup plus récemment, vers les années, en 2014, avec le développement de l'intelligence artificielle, qu'on a vu apparaître les premiers modèles de traduction automatique basés sur des réseaux de neurones. Et ce sont ces systèmes qui ont considérablement amélioré la qualité de la traduction automatique. Donc là, cette historique qui permet de montrer que la traduction automatique, elle s'améliore constamment et qu'elle fait de grands progrès
dans la qualité et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses qui arrivent. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionnent les systèmes de traduction basés sur les réseaux de neurones. Donc en fait, ce que vous voyez ici, c'est une construction. Donc on a une structure en graphe avec des neurones et des poids sur connexion là, hop, on les voit, et c'est des poids en fait, des poids dirigés. En fait, voilà, vous voyez les flashs ici, c'est un peu petit, mais j'espère que vous les voyez. En fait, chaque neurone du réseau, c'est un algorithme. Et chaque connexion en fait a un poids associé qui va être ajusté le processus d'apprentissage pour augmenter ou décroître la force de la connexion. Et le processus en fait, d'apprentissage, il consiste tout simplement à trouver le bon poids. Donc, la méthode utilisée ici, c'est une méthode d'apprentissage supervisée. Et donc, là, je vais vous présenter une architecture séquence to séquence. C'est ce qui est utilisé en fait dans les systèmes comme Google Trad, justement. Et en fait, ça combine deux LSTM, donc Long Short Term Memory, pour avoir de meilleurs résultats. Et ça évite aussi, ça évite d'avoir une taille fixée en entrée et en sortie. Hop. Maintenant, comment ça se passe à l'intérieur? Eh bien, on a déjà une étape qu'on voit ici, une étape de pré-traitement. Et donc, dans cette étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment, il y a plusieurs, donc ça, pour les experts du NLP, vous connaissez un peu. Donc, en fait, les étapes de pré-traitement, ça va être le fait de faire en sorte que le texte soit compris par la machine, en fait. C'est qu'on a plusieurs outils qui permettent de faire en sorte qu'un mot soit compris par la machine, parce qu'en fait, il y a toute cette étape en fait de vectorisation du texte qui est gérée donc dans cette étape de pré-processing. Et en fait, ensuite on voit ici en fait qu'on a une couche encodeur avec un réseau de neurones LSTM. Ici, on a une deuxième couche décodeur avec le deuxième réseau LSTM, et entre les deux, ici, on voit qu'on a une couche de type attention qui garde en mémoire les informations pertinentes pour les réutiliser par la suite. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est une innovation qui date il y a pas si longtemps que ça, en fait. C'est que pour vous dire à quel point ça évolue et ça permet d'avoir des systèmes de plus en plus performants. Et du coup, on peut utiliser ce modèle avec TensorFlow. Cependant, il faut avoir beaucoup de données avant de pouvoir vraiment avoir un modèle pertinent. Et donc, lorsque l'on aura assez de données, on pourra proposer notre propre service de traduction dédié au contexte médical dans Aliatech. Merci de votre attention. Et puis maintenant, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Sarah. C'était très intéressant. On a quelques questions. Alors, je vais prendre la première. Alors, attends, que je revois. Alors, on a eu une question. Est-ce que sur l'application, tu as la langue Lingala, le Wolof et le Lari? Je ne sais pas si tu connais par cœur les 60 langues que tu as, mais… Alors, je ne les connais pas par cœur, mais j'ai la liste. Je vais regarder tout de suite. Wolof. Il y avait Wolof, Lari et Lingala. Alors, le Wolof, je ne l'ai pas encore. Mais je vais noter ces 3 langues en tout cas, et on va voir. En fait, c'est que ça avance aussi vite qu'on a des traducteurs pour traduire ces langues, en fait. Et du coup, alors, malheureusement, je n'ai pas le Wolof. C'était quoi les autres langues? Lingala? Et Lingala. Par contre, alors Lingala, on l'a. Par contre, on n'a pas encore les. Donc, je disais tout à l'heure qu'on avait plus de 600 phrases en fait. Par contre, en fait, en Lingala, pour l'instant, on n'en a que 38 qui ont été traduites. Donc, c'est en cours d'enrichissement. D'ailleurs, si des personnes ici connaissent ces langues-là, connaissent des personnes qui sont dans le milieu médical aussi également, en fait, ce qu'on fait pour nos traductions, on fait en sorte qu'il y ait toujours, en tout cas, une personne qui supervise, qui soit du milieu médical, puisque ce qu'on veut, c'est des traductions qui soient vraiment de qualité par rapport au contexte donné. Et donc, l'intention derrière la question posée, c'est super important. Et du coup, ce qu'on veut, c'est que les traductions soient faites par des médecins, des infirmiers, des personnes issues, en fait, de professions médicales,
au moins une personne en tout cas qui va un peu chapeauter la traduction d'une langue donnée. Et ensuite, tout le monde peut aider en fait pour aller plus vite. En fait, c'est que on fait en sorte d'avoir le plus de monde possible en fait pour pouvoir aider aux traductions. Donc, je lance un appel aussi aux personnes intéressées. Donc, vous pouvez nous contacter via les différents réseaux sociaux. Et puis, mon adresse mail, c'est sama@alia.tech. Tu pourras Alia avec au début. la mettre dans le chat si tu veux pour que les gens puissent te contacter. Mais c'est vrai que si on peut faire des mises en contact dans les plus de 100 personnes qui sont présentes, autant en profiter. Il y avait une autre question. Mais il me semble que la réponse est oui, mais quand même, je te laisse y répondre toi. Est-ce que vous avez la possibilité de traduire également les propos des patients et non pas seulement des soignants? Oui, par contre, je ne l'ai pas montré là dans la démo. En fait, on voyait, il y avait un petit volet patient, vous voyez sur l'image. Le truc, c'est que pour l'instant, justement, d'où le projet, c'est que pour l'instant, le patient, il peut dire tout et n'importe quoi, en fait. C'est qu'on ne peut pas encore gérer ça. Autant on peut gérer côté médecin, pour le patient, ça va être la prochaine étape, en fait. Et donc, là, maintenant, on fait en sorte d'avoir le plus de données, de data possible. Et justement, le système, le service de traduction que l'on souhaite mettre en place va prendre en compte cela. Pour l'instant, du coup, on utilise un service de traduction externe qui n'est donc pas spécifique au contexte médical. C'est en attendant, en fait, de pouvoir proposer le nôtre. Ok, merci Sama. Ensuite, il y a une autre question qui est liée à la RGPD. Est-ce que les données récupérées lors des conversations vous servent à autre chose après traduction, ou est-ce que vous étiez obligé de faire des procédures de compliance RGPD pour cette appli? Et elle te remercie, cette personne, pour l'excellente initiative. C'est Imen. Merci. Oui, alors par rapport à ça, alors on fait en sorte de garder aucune information médicale en fait. Enfin, pas médicale, mais je veux dire des patients. On fait en sorte de ne pas garder les noms, prénoms, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que le système, il est fait pour le médecin. Du coup, le médecin, il va avoir plein de patients dans la journée et nous, on leur demande pas justement qui est-ce que vous allez voir ou quelle est leur pathologie ou quoi. On fait en sorte de ne garder aucune de ces données-là pour justement ne pas avoir à justement avoir les soucis, on va dire, de réglementation par rapport à ça. On n'en a pas besoin, du coup, on les utilise pas dans ce cadre-là. Par contre, on les utilise pour pouvoir améliorer notre système. C'est-à-dire que on ne sait pas en fait, on ne sait pas qui est chez le médecin à ce moment-là, en fait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a telle phrase qui apparemment est souvent posée dans le milieu médical. Donc, on récupère les phrases en complète anonymité, on pourrait dire. Okay. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Je pense oui. Ensuite, je vais prendre deux questions qui sont liées l'une à l'autre de Arthur et Katia. C'était de savoir si l'application, elle est payante et si elle est disponible à l'essai, à la vente. Alors, l'application, elle est disponible. Alors, bien sûr, elle va être payante à un moment parce que, bon, c'est une boîte, il faut bien se rémunérer. Mais par contre, au départ, en fait, il y a quand même un essai gratuit pour l'application. Par contre, en effet, le but, tout de même, c'est de pouvoir faire financer ça. Plus, c'est pas au patient de payer, donc c'est vraiment l'utilisateur, enfin, du côté du médecin que ça va se passer. Et du coup, donc en fait, c'est qu'on est en plein dans le développement du business model, mais déjà, en fait, par rapport à ça, donc il y aura c'est un abonnement en fait SaaS, donc un abonnement par mois pour utiliser le système. En termes de bénéfices par rapport aux médecins, en fait, ils vont gagner du temps. Enfin, ça va faire gagner beaucoup d'énergie, en fait. Donc, au final, le ROI, le retour sur investissement, il est en leur faveur. Donc, il y aura pas de souci par rapport au fait de payer l'application de leur côté. Par rapport, donc, je sais pas si j'ai bien répondu à toute la question. Oui, par rapport à l'utilisation. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, je peux vous envoyer l'APK pour pouvoir tester, en fait. Donc, envoyez un mail, ou bien contactez-nous tout simplement. Et puis, je vous enverrai l'APK donc sur la même que celle que j'ai testée, que je vous ai montrée en démo. Donc, elle n'est pas encore sur sur Apple Store enfin sur les stores, mais en tout cas, voilà, c'est qu'on est en train de on est dans la phase de test, en fait. Ok, merci. On va prendre deux dernières questions, puisque après, on peut avoir trop de temps. De toute façon, les autres questions, c'est comme les autres, je pense que tu pourras y répondre directement par écrit aux personnes.
Il y avait une personne qui demandait serait-il possible d'intégrer l'interprète Alia via des API à un autre projet de santé? Alors, pour l'instant, oui, c'est possible puisque justement, en fait, en fait, à la base, faut vraiment dissocier l'assistant de l'application. C'est que justement, l'application, c'est un moyen de support comme un autre. On a fait une application enfin, c'était vraiment en termes de commodité, ça nous permettait d'aller vite. On est aussi en train de travailler justement sur la web app pour pouvoir proposer un système qui ne passe pas obligatoirement par un téléphone, en fait. Donc, c'est un truc multi-support à la base. Donc, on peut, en effet, on pourra l'intégrer, mais à terme, pour l'instant, c'est pas encore prévu, mais il y a des choses à faire, en effet. Ok, merci. Et dernière question de Marina. Le médecin peut-il garder un historique pour taper des comptes rendus de visite? Alors, pour le moment, non. Ce qu'on fait, c'est que dès qu'on sort de l'application, tout s'oublie. Et ça, c'est volontaire. Hein. C'est qu'on a voulu ça pour justement être dans les règles par rapport pour rester dans la réglementation. Et en fait, par contre, il y a une possibilité de le faire, mais plus tard. En fait, c'est qu'on veut vraiment voir le besoin des praticiens, voir s'il y a une vraie demande. On l'intégrera à un certain moment. Mais pour l'instant, c'est pas notre priorité. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Sama. Je pense que ta présentation a bien plu. Il y a plein de commentaires hyper positifs. Et on souhaite plein de courage avec ton business model qui, je suis sûre, fonctionnera très bien. Du coup, je vais laisser la parole à Louise de Paris Data Ladies, du Meetup, pour vous présenter rapidement les initiatives qu'on a retenues qui peuvent être intéressantes quand vous êtes dans la data science pour un petit peu mettre à profit votre temps, puisque au final, on se dit qu'on a pas mal de temps en ce moment vu la crise actuelle et que du coup, on peut mettre à profit ce temps-là. Louise, je ne sais pas si tu es connectée ou si tu peux te connecter. Ah, ça marche. Parfait. Vas-y, je te laisse partager ton écran. On te voit, on t'entend. Ça marche. Merci Myriam. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, comme vous l'a dit Myriam, je vais vous présenter un ensemble d'initiatives Data for Good qui ont lieu en ce moment ou qui sont à venir. Alors, je vais partager l'écran, activer le partage d'écran. Parfait. Done. C'est bon. Donc, oui, c'est bon. Hop. Donc, parmi l'ensemble des initiatives, donc, nous avons 1, 2, 3. Alors, nous avons un Kaggle autour de la thématique du Covid-19. Alors, il y aura pas mal d'événements qui auront lieu autour de cette même thématique, puisque c'est celle qui régit un peu nos jours en ce moment. Donc, le Kaggle se base sur un partenariat entre des groupes de recherche et des entreprises, et notamment le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison-Blanche. Donc, c'est un challenge qui s'organise autour de données qui a été fourni par la Johns Hopkins University de Baltimore dans le Maryland. Nous avons également donc le programme Entrepreneurs d'intérêt général que Sama va vous présenter par la suite avec ses 17 challenges. Nous avons également des leçons sur les climats données par Data for Good qui auront lieu donc aux prochaines dates. Qui sont des qui abordent des thématiques autour du climat et qui sont également très intéressantes. Nous aurons également tout ce qui est Global Startup Weekend Covid-19, alors c'est ça accompagne les développeurs de projets pour surmonter des problématiques autour de la problématique également du Covid-19. Donc, c'est très intéressant. Et pour finir, la PHP propose un bénévolat autour du Covid-19 pareil. Alors, il faut s'inscrire auprès de leur plateforme, puis vous aurez accès à des Slack et vous pourrez vous inscrire à des channels suivant votre métier. Et ils vous proposeront de nombreuses missions, que ce soit à domicile ou sur place, pour effectuer que ce soit des missions de data science en règle générale, de data engineering, de développement, mais également d'autres missions qui sont, par exemple, donner les courses à des personnes âgées ou autres. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ces éléments-là. Beaucoup sont très, très intéressants. Voilà, voilà. Et du coup, Sama, je te laisse présenter un peu plus en détail
les entrepreneurs d'intérêt généraux, parce que c'est ce que tu as fait, et du coup, c'est très intéressant. Je ne sais pas si tu veux que je mette mon écran ou tu mets le tien. Alors, je peux mettre le mien du coup, je pense, hein, parce que je vais laisser à la suite, les diapos. Vas-y. Hop. Ah. Et je tiens à préciser en attendant que c'est une liste non exhaustive, hein, évidemment, mais c'est un peu ce qu'on a retenu ces derniers temps. Est-ce que vous voyez bien Je vois ton écran. Super. Ok. Donc, donc, je vais vous parler maintenant des EIG. Les EIG, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire entrepreneur d'intérêt général. En fait, là, c'est la 4e promotion là qui arrive. Et donc, les défis ont été choisis par les différentes administrations ont proposé des challenges qui vont par la suite être relevés par du coup un ensemble d'experts en fait du numérique. Donc en fait, on va avoir 14 designers, 12 développeurs et 12 data scientists qui vont être choisis et qui vont donc réaliser un défi pendant 10 mois. Le défi, donc ça va être un défi. On va avoir à chaque fois en fait un défi, donc qui va être le projet qui va falloir réaliser. Un mentor de l'administration qui va aider à la réalisation du projet. Et bien entendu, les EIG qui eux vont réaliser ces différents projets. Et là, je vais vous parler donc de quelques-uns de ces 17 défis lauréats. J'en ai sélectionné quelques-uns qui pourraient vous intéresser en tant que data scientist ou bien tout simplement dans la tech for good. Alors, parmi ces défis-là, on a l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament, où là, le défi est d'améliorer l'information du public sur les médicaments en accompagnant l'ouverture et la valorisation des données de l'ANSM. On a un autre projet qui est lancé par la HAS et qui est de garantir l'indépendance de la HAS en concevant un outil qui analyse les liens d'intérêt des experts externes pour identifier de possibles conflits d'intérêts. Ensuite, on a un autre projet lancé par la Cour de cassation, qui est de développer un outil d'annotation ergonomique et open source pour accélérer la pseudonymisation des décisions de justice et leur mise en place et leur mise en open data. Ensuite, on a un défi lancé par l'INSEE, qui est d'accompagner les démarches innovantes des services statistiques ministériels et de l'INSEE en développant une plateforme partagée de traitement des données. Et enfin, je vous ai aussi sélectionné comme la direction régionale de l'environnement qui propose un défi sur le fait de faciliter le travail des inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement. Voilà, et donc en fait, si vous souhaitez devenir entrepreneur d'intérêt général, eh bien, la partie, donc le moment où il faudra candidater, ça sera du 4 mai au 5 juin, donc notez bien ces dates. Il faudra aller en ligne pour voir les différentes, le protocole en fait pour postuler. Et en fait, je vous encourage vraiment de postuler. En tout cas, j'ai fait partie de la 2e promotion des EIG. Et donc, j'ai fait un défi qui était au ministère de la Santé et c'était vraiment une superbe expérience. Donc, franchement, je vous conseille vraiment, mais vivement, de participer et de postuler, en fait. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais soit vous rediriger vers les bonnes personnes, soit répondre aux questions moi-même. Merci. Merci beaucoup, Sama, encore une fois, pour cette présentation. Je pense que ça a inspiré beaucoup de personnes. Voilà, on est à la fin de ce webinaire. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous êtes encore assez nombreux à être présents actuellement. D'habitude, à la fin des sessions Paris Data Ladies et des meet-up, on vous propose d'aller boire un coup puisqu'on fait un cocktail. Bon, malheureusement, on ne peut pas le faire. Mais n'hésitez pas à vous rendre sur la page meet-up Paris Data Ladies, à vous inscrire et à rester connectés pour les prochaines sessions. On espère qu'elles pourront cette fois-ci se tenir en physique. En tout cas, merci à tous, à toutes les présentatrices qui ont été d'une qualité irréprochable. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.